Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du module de compression et transcodage d'images et de vidéos. Alors on est sur le cours de compression vidéo, et dans une première partie, on avait vu tout ce qui tournait autour de l'estimation de mouvement. Alors cette estimation de mouvement, c'est vraiment l'étape centrale d'un encodage d'une vidéo, et dans cette deuxième partie, on va plutôt voir comment va s'articuler tout le reste d'un encodeur vidéo autour de cette étape d'estimation de mouvement. Alors comment c'est fait? Eh ben, on va se baser sur une structure d'encodeur de type hybride, et voilà, c'est tout l'objet de cette deuxième partie. Alors comment ça va se dérouler? Ben, on va tout simplement voir dans une première partie le concept de codage hybride, et ensuite dans les parties 2 à 6, on va détailler chaque étape de ce codage hybride. Vous devez reconnaître d'ailleurs la plupart de ces étapes, puisqu'on les a déjà évoquées en partie, soit dans le chapitre d'estimation de mouvement, soit dans la partie compression d'image avec LUS. Et enfin, on va conclure du coup sur cette partie de codage hybride. Tout au long de ce chapitre, on va à la fois décrire le cas générique avec un encodeur hybride de type générique, et on va illustrer à chaque fois, pour chaque étape, les choix qui ont été faits pour le codec H.264 ABC. Alors pourquoi je choisis ce codec? Comme je vous l'ai dit en cours de transcodage, c'est celui qui est le plus utilisé actuellement, que ce soit sur votre télé ou sur Internet. Il y a une grande chance que ce soit ce codec-là que vous utilisiez, sans le savoir. Très bien, et bien commençons directement par le concept de codage hybride. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fait de combiner le codage basé transformé, donc que vous connaissez bien avec par exemple JPEG, et le codage basé prédiction, qu'on a évoqué avec l'estimation de mouvement. Alors comment cela se traduit dans un codec? Tout simplement, on va avoir du côté de l'encodeur une première étape de prédiction qui sera soit temporelle, soit spatiale, afin d'obtenir une estimation du contenu que l'on a encodé, et de générer une prédiction qui va nous donner une erreur de prédiction. Alors, le but de cette étape de prédiction, c'est vraiment de minimiser l'erreur que l'on aura à la fin de cette étape. Dans un deuxième temps, on va faire de la transformée, quantification, puis codage anthropique. Donc ça, c'est vraiment le cœur de codage de type JPEG. Et cette fois-ci, on ne va pas le faire sur les pixels originels de l'image, mais sur l'erreur de prédiction. Tout cela va nous permettre vraiment de réduire considérablement la quantité d'informations que l'on aura à transmettre dans le bitstream, de manière à pouvoir décoder et afficher l'image en bout de chaîne. Donc ça, c'était pour le côté encodeur. Maintenant, si on se penche sur le côté décodeur, une fois qu'on a reçu le bitstream, on va le décoder, et on va en parallèle faire notre opération inverse de transformer et de quantification afin de récupérer notre erreur de prédiction. Et en parallèle, on va faire exactement la même étape de prédiction que durant le processus d'encodage, de manière à retrouver notre prédiction, à laquelle on pourra ajouter l'erreur de prédiction décodée, pour reconstruire notre signal et l'afficher pour l'utilisateur final. Voilà les grandes lignes du codage hybride. Si on voit ça d'un point de vue schéma bloc, voilà ce que ça donne. Alors, je vous avais déjà montré ce schéma. Donc ça peut encore paraître un peu flou, mais le but de ce deuxième chapitre, c'est que vous soyez vraiment à l'aise avec ce type de schéma, et que vous sachiez à quoi correspond et que fait chacune de ces parties, chacun de ces blocs, pardon. Alors, commençons par faire un bref aperçu de chaque étape. On commence tout d'abord par le partitionnement en blocs. Donc ça, on l'avait déjà évoqué dans la partie estimation de mouvement avec le bloc matching. Donc on prend notre image en entrée, chaque image de la vidéo, et on va la diviser en blocs. Alors les blocs peuvent être soit des tailles fixes, ou des tailles variables, ça dépendra majoritairement de la génération de codec que vous allez avoir. Et dans le cas d'un partitionnement en bloc de taille variable,
on va avoir une adaptation au contour de l'image. Au contour et à la fois aussi au mouvement dans l'image, localement. Voilà, donc je vous ai mis un exemple de partitionnement en bas de la slide. Donc vous avez l'image d'entrée que vous commencez à connaître maintenant parce que vous avez utilisé cette séquence-là en TP. Et on a un partitionnement en bloc qui est ici obtenu avec H264 ABC. Voilà, donc on reviendra là-dessus dans la deuxième vidéo. Après le partitionnement en bloc, eh ben, on a la prédiction. Prédiction, on a dit que ça pouvait être soit de la prédiction intra, soit de la prédiction inter. Dans tous les cas, le but c'est de rechercher un bloc de référence qui va nous permettre d'avoir une prédiction la plus efficace possible. Alors, dans le cas de la prédiction intra, on va utiliser la corrélation spatiale entre le bloc que l'on veut encoder et ses voisins spatiaux dans la même image. Ces blocs de référence-là, ils seront forcément déjà encodés auparavant, de manière à pouvoir les utiliser aussi côté décodeur. C'est vraiment très important. Et pour la prédiction inter, pardon, on va non pas faire de la prédiction spatiale, mais temporelle. Donc on va vraiment utiliser la corrélation temporelle entre le bloc de l'image courante et des blocs des images, soit passées, soit futures. Alors si on prend un exemple, ici je vous ai mis donc un bloc en entrée qu'on appelle BN. On fait une étape de recherche de prédiction. On obtient le bloc prédit BNPred. En l'occurrence ici, vu l'allure que ça a été obtenu en faisant une prédiction inter. Et une fois qu'on a le bloc d'entrée et le bloc de prédiction, on peut générer l'erreur résiduelle qui va être utilisée pour toutes les étapes à la suite de celle de prédiction. Donc on peut directement voir que la quantité d'énergie et d'informations contenues dans le bloc d'erreur résiduelle semble vraiment beaucoup moins importante que dans le bloc en entrée. Donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, une fois qu'on a obtenu cette erreur résiduelle, eh ben, on va passer à l'étape de transformer et de quantification. Alors, là vous connaissez déjà un petit peu. L'étape de transformer, qu'est-ce que ça va faire? Bon, on va vouloir décorréler ici les pixels de l'erreur résiduelle, de manière à vraiment compacter l'énergie résiduelle sur le plus petit nombre de coefficients possible. Si on regarde notre exemple, on voit qu'on semble distinguer des contours verticaux dans l'erreur résiduelle. Et ben, dans le bloc transformé, ça va se traduire par très peu de coefficients nécessaires sur les fréquences horizontales pour représenter ces contours verticaux. Si on prend maintenant ces coefficients transformés, ben on peut faire encore plus et on va les quantifier, de manière à réduire le nombre de niveaux possibles pour chaque coefficient transformé. Et en même temps, on va aussi réduire le nombre de coefficients, puisqu'on va en mettre on va en mettre pas mal à 0 dans l'étape de quantification. Donc on se retrouve avec un bloc avec très peu de coefficients qui sont non nuls, et c'est ce bloc-là qui va être encodé par la suite. Donc une fois qu'on a fait la quantification, eh ben on passe au codage anthropique afin de générer le bitstream. Alors ce bitstream, avec quoi on va le générer? On va tout d'abord prendre, comme on l'a dit juste avant, les coefficients quantifiés, mais aussi toutes les décisions qui ont été prises par l'encodeur. Alors ça passe par le mode de prédiction, pardon, on commence d'abord par le mode de partitionnement. Est-ce que notre bloc il a eu une taille fixe ou est-ce qu'on a fait des subdivisions pour s'adapter au contour de l'image et au mouvement? Ensuite, on aura aussi le mode de prédiction. Est-ce qu'on a fait de l'inter ou de l'intra? Si on a fait de l'inter, il va falloir signaler également dans le bitstream tous les vecteurs de mouvement, etc. Il y a plein d'autres infos qui sont nécessaires de mettre dans le bitstream afin que le décodeur puisse s'en sortir et refaire exactement les mêmes opérations côté décodage pour pouvoir reconstruire l'image. Voilà, alors on peut penser que c'est fini, mais
Il y a encore une autre étape. Il s'agit à l'intérieur de l'encodeur, de faire une reconstruction du bloc que l'on vient d'encoder. Alors à quoi ça va servir? Ça va servir à utiliser ce bloc décodé et reconstruit comme référence de prédiction plus tard. Alors comment on reconstruit le bloc? On va tout d'abord faire la quantification inverse, puis la transformée inverse, afin de retrouver l'erreur résiduelle décodée. Alors, elle aura forcément un peu une autre allure que l'erreur résiduelle d'origine, puisqu'on est passé par la quantif et la transformée, qui sont des opérations avec perte. Ensuite, on ajoute cette erreur résiduelle décodée à notre bloc des prédictions que l'on avait déjà calculé auparavant, afin d'avoir un bloc reconstruit. Et c'est ce bloc reconstruit qu'on va stocker et qu'on va pouvoir réutiliser par la suite comme référence pour la prédiction des blocs suivants dans l'image, ou dans les images suivantes également. Voilà pour une vue d'ensemble d'un codage hybride. Alors avant de passer aux détails de chaque partie, on va faire une petite aparté sur le concept de type d'image, parce que c'est assez important de comprendre ça pour la suite. Alors en vidéo, en général, on va distinguer 3 types d'images différents. Je l'avais déjà un peu évoqué dans le cours de transcodage. Voilà, je vais bien insister là-dessus aujourd'hui. Donc on a les images de type I. Alors c'est des images qui sont encodées uniquement avec de la prédiction intra, ce qui permet de ne pas avoir besoin des images soit passées soit futures pour encoder et décoder une image I. Ce qui fait que c'est forcément le type d'image que l'on retrouve au début de chaque vidéo encodée. C'est assez logique. Mais on peut aussi la retrouver à l'intérieur d'un bitstream, de manière à pouvoir accéder au décodage d'une partie du bitstream uniquement, sans avoir à décoder tout ce qu'il y a eu auparavant. Voilà. Donc ça, on appelle ça l'instantaneous decoding refresh. Et c'est ce principe-là qui fait que, par exemple, quand vous changez de chaîne à la télévision, vous n'allez pas pouvoir directement accéder à l'image et à la vidéo, mais il faut attendre un certain temps avant de pouvoir avoir votre nouvelle chaîne de télé affichée. Et ça, c'est le temps en fait que ça va prendre pour arriver jusqu'à la prochaine image I, et enfin pouvoir commencer le décodage sans avoir eu à décoder tout ce qu'il y avait auparavant, et que vous avez donc raté puisque vous ne regardiez pas cette chaîne. Voilà, pour le premier type d'image. Maintenant on passe au deuxième type qui est le type P. Alors les images P, elles sont encodées avec soit de l'intraprédiction, ou alors avec de l'interprédiction. Mais on va se limiter à une seule image de référence pour chaque image ou bloc. Ça dépendra de la génération de codec que vous avez. Dans tous les cas, en général, les images de référence d'une image P viennent du passé. Voilà. Et enfin, on a les images B, qui elles sont encodées, encore une fois, soit avec une prédiction intra ou inter. Cette fois-ci, pour une prédiction inter, on va s'autoriser jusqu'à 2 images de référence pour chaque image ou bloc. Alors, cette fois-ci, les images de référence vont pouvoir venir soit du passé ou du futur, mais dans tous les cas, elles auront déjà été encodées. Alors forcément, ça implique qu'on encode notre vidéo, non pas dans l'ordre d'affichage, mais dans un ordre de codage qui va être différent, et qu'il va falloir réarranger les images après décodage. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que ça nous apporte vraiment une très bonne efficacité de compression. Alors pourquoi ça? Si on prend un exemple, ici je vous ai mis une image de la séquence de course de chevaux, je vous ai encadré deux zones de l'image, l'une en rouge, l'une en bleu. Alors, imaginons qu'on ait à prédire ces deux parties de l'image. Si on commence par la rouge, on va commencer par regarder dans les images du passé, et on va retrouver ça dans une image
à l'instant t moins t1. Donc on aura fait ce qu'on appelle une forward prediction, puisqu'on a pris une image du passé et on l'a transposée dans le présent. C'est forward. Et maintenant, si on veut se concentrer sur la partie bleue, déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne trouve pas cette partie bleue dans la même image que l'on a utilisée pour la partie rouge. Donc il faut absolument qu'on utilise une autre image si on veut éviter de réencoder entièrement l'information du bloc bleu. Et donc pour ça, on va regarder et on va trouver dans une image du futur. Donc une image qui a un instant t plus t2. Donc cette fois-ci, on aura fait une prédiction backward, puisqu'on est passé du futur vers le présent. Et donc, on combine ces deux types de prédictions dans les images B afin de vraiment d'avoir une très bonne capacité de compression. Voilà, donc maintenant qu'on a en tête ces trois types d'images, on va finir par introduire un nouveau terme qui est celui de groupe d'images, GOP, qui peut valoir dire plusieurs choses. Si on est sur les codecs de génération avant H264 ABC avec son profil main aux alentours de 2003, on va parler de GOP, et ça va désigner toutes les images, tous les types d'images qu'il y a entre deux images I. Donc sur cet exemple-là, le GOP il a une taille de 9 images, qui va de la première image I jusqu'à la dernière image B. Ce qu'on peut voir directement ici, c'est qu'on a des images B, et du coup on aura un ordre de codage qui va être différent de l'ordre d'affichage. Donc on va réarranger les images après décodage, et on va donc du coup introduire un délai entre le décodage de l'image B et son affichage. Ici le délai il est de 1, puisqu'on a une différence de 1 entre les deux ordres de décodage et d'affichage. Si on prend des codecs un peu plus modernes, donc à partir de H264 ABC encore une fois, mais sur le profil I, on passe sur des GOP qui représentent non plus tout ce qu'il y a entre deux images I, mais uniquement le pattern qui va se répéter entre deux images I. Voilà, ça c'est le GOP, et du coup ce qu'on appelle entre deux images I, c'est la période intra, la période entre deux images intra. La structure de GOP, ici, donc de pattern qui se répète, la plus efficace que l'on ait trouvé, c'est un GOP hiérarchique, où on aura donc plusieurs niveaux de prédiction. Alors certes, vous le voyez directement, ce GOP-là, il va introduire un délai un peu plus important que le GOP que je vous ai présenté avant. Mais par contre, on aura une efficacité de codage qui va être vraiment bien supérieure. À noter que les images P qui sont représentées ici, elles sont remplacées par des images I si jamais on est en début ou en fin de période intra. Voilà, c'est juste une petite précision. Donc voilà, ayez en tête ces types d'images et ces types de GOP, ça définit les différentes prédictions qui vont être autorisées pour les images. Voilà, donc je m'arrête là pour cette première vidéo. Dans la suite du cours, on va s'attaquer vraiment à chaque étape du codage hybride, et on commencera par le partitionnement en bloc et la prédiction.